Tous les matins, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous tous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de l'émission Les Grandes Gueules. Et cette question ce matin, Jacques Liwa-Leno, vous posez bien, départ donc des ministres, quitte des chantiers de la transition, Jacques Liwa. Oui, la question mérite d'être posée parce que on avait compris que finalement le CNRD et le gouvernement Goumou voulaient accélérer les choses, au moins selon ce qui se disait dans le discours. Il y a eu l'annonce d'abord par le Conseil national de la transition de soumettre à l'opinion la nouvelle constitution, puisqu'il est dit clairement par le général que cette année nous aurons le référendum constitutionnel qui va nous permettre d'avoir, n'est-ce pas, la constitution. Mais dans les calculs, on sait qu'on ne peut pas sortir de cette situation avant au moins 3 trimestres, ce qui paraît compliqué pour la tenue d'autres échéances électorales comme les élections communales, les législatives avant d'aboutir à la présidentielle qui sera donc la dernière. Alors, pour le moment, on sait que Mori Kondé avait lancé le recrutement des agents pour le recensement administratif à vocation d'état civil. Au départ, après l'adoption des 2 textes sur l'état civil et qui avait consacré la création de nouveaux points de recensement, notamment dans les sous-préfectures et dans les districts, il est revenu à la charge pour accroître le taux, donc le nombre d'agents recenseurs. Mais il a dit quelque chose qui était extraordinaire, on ne sait pas comment ça va s'opérer, c'est que le RAVEC se transporte dans nos maisons. Les agents recenseurs vont sillonner comme des agents recenseurs du recensement général de la population et de l'habitation. Parce que ça, c'est comme ça se passe. Les gens vont de domicile à domicile pour demander le nombre d'habitants et peut-être le nombre de femmes, le nombre d'enfants, et puis on est clos, on est parti avec les données. Sauf que le RAVEC, ce n'est pas seulement pour venir demander le nombre. On va s'asseoir, s'il y a 10 membres dans la famille, il faut que chacun ait son extrait de naissance, il faut que le couple, on vérifie si il a son acte de mariage, il faut qu'on vérifie s'il y a des actes de décès à établir. Donc c'est autant de paperasse à monter, donc à faire, à numériser après pour répartir. Cela demande non seulement la mobilisation des ressources humaines à un nombre important, mais cela demande surtout aussi la mobilisation des ressources financières et des ressources matérielles. Oui. Je crois, bon, j'ai eu dire comme ça, qu'on allait trouver des tablettes pour ces agents recenseurs, donc des milliers de tablettes pour faire le travail, et derrière le traitement qui doit se faire, on ne sait pas combien de temps ça devrait prendre. Ouais. Donc, quand il a présenté la situation, certains techniciens ont quand même commencé à se poser des questions. Tout ceci pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que c'est beaucoup de monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont plus être obligés de passer devant ces machines. Il y a beaucoup qui ont leurs extraits, qui ont fait des extraits pour leurs enfants. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu le faire. Ouais. Et surtout dans le monde rural où il y a un nombre important. Exact. Ça, c'est un chantier important. Sauf que pour l'instant, le secrétaire général, qui devient donc un ministre par intérim, ne va pas s'attaquer à ce chantier. Mais bien sûr. Et il s'occupe des affaires courantes. Ça, c'est un chantier qui est donc suspendu. L'autre chantier qui est suspendu, on dit que ce n'est pas un chantier obligatoire pour sortir de la transition, c'est bien sûr le RGPH 4. Chez Rose. Oui, chez Rose. Ouais. Donc l'Institut national de la statistique. Anciennement chez Rose. Oui, anciennement sur Rose. Ok, ça te va comme ça. Anciennement sur Rose. Voilà, Rose Pressémou. Voilà. Ouais. Donc, elle est dynamique, hein, celle-là. Oui. Voilà. La précision est importante. Anciennement sur Rose. Mais pour eux, pour le RGPH 4, on peut quand même noter quelque chose. Puisqu'il y a l'Institut national de la statistique, qui est donc une structure bien organisée, et donc qui n'a pas été impactée par le gouvernement. Donc, le CRGPH 4 se trouve donc au stade de, je crois, de la cartographie censitaire qui devrait commencer très bientôt, peut-être au mois de mars, au début de mars là, qui devrait commencer si on respecte, n'est-ce pas, les calendriers. Oui. Maintenant, l'autre chose, qu'est-ce qui se fait concrètement pour la préparation matérielle sur le terrain? Il était décidé que nous ayons dès ce premier trimestre les délégations spéciales à la place des conseils communaux. Est-ce que c'est
on est toujours on est encore dans le délai, mais est-ce que ça va toujours se faire? Exactement. Est-ce qu'on maintient toujours Après, on a toujours dit l'État, c'est une continuité. Oui, quitte maintenant peut-être à fixer des priorités à ce secrétaire généraux qui reprend les mains. Voilà, je pense que ça amènera évidemment à dire, ok, voici donc les priorités, ce que ces ministres, les anciens ministres ont laissé, vous allez continuer. Voici ce qu'il faut faire. Justement. Comme entre autres, tu parlais tout à l'heure de ces délégations spéciales. Je pense que c'est important. Qu'il faut mettre en place parce que si on doit avoir toutes ces opérations sur le terrain, on est dans l'obligation d'avoir des représentants de l'État ou de la décentralisation dans les sous-préfectures, dans les communes urbaines et dans les communes rurales. C'est des gens qui vont appartenir, qui vont aider parfois à la fois l'Institut national de la statistique et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce que même si on a le texte, donc la constitution, si on n'a pas le fichier d'état civil, dans lequel on va sortir le fichier électoral, on ne pourra pas aller au référendum. Le référendum est conditionné au RAVEC. Et donc, et on comprend très bien que les militaires ne vont pas changer de cap. On a bien compris dans le discours d'hier. Évidemment. Ils ont dit qu'ils maintiennent tout. C'est peut-être les acteurs qui vont changer et peut-être la méthode. Maintenant... Bon, après, moi, ça ne m'étonne pas qu'on garde ces secrétaires généraux. Pourquoi? Parce que c'est des cuisiniers, en fait. Évidemment, c'est des techniciens. En principe, les secrétaires généraux, c'est des techniciens, c'est des cuisiniers, comme tu le dis. C'est d'ailleurs pour cela que certains ne s'entendaient pas avec leur ministre, qui était sérieusement politique et qui, évidemment, avait parfois des agendas qui ne collaient peut-être pas avec... Comme il y a quelques départements, d'ailleurs, aussi, mon cher Mohamed Ali, qui n'avait pas de projet, j'ai envie de dire. Voilà, je vois un petit peu dans le lot le ministère de l'Information, le ministère de la Culture, ces deux secrétaires généraux. Évidemment, on ne va pas faire à dire que c'était des secrétaires, je vais dire, qui ne s'entendaient pas du tout avec leur boss, mais c'est tout comme quand je prends le ministère de l'Information, Tiangel, parce qu'il faut toucher à la plaie, c'est très important. Tiangel avec la ministre, c'était vraiment le feu, hein, mon cher ami. Ce que j'ai compris, c'est qu'au sein de ce département, avant même l'arrivée de la ministre, Tiangel était celui qui faisait presque tout. Quand autant de Rose. Avec Rose Paula. Rose n'était pas aussi rigoureuse sur les choses. Non, c'est pas une question de rigueur, mon cher. Non, c'est pas une question de rigueur. Être ministre, c'est être manager. C'est très important. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Demain, si tu es ministre, mon cher ami, Daoud Ahmed est ton secrétaire général, c'est lui qui doit faire le boulot. Ça veut dire c'est lui vraiment l'ouvrier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça. Voilà. C'est ça. C'est l'ouvrier. J'ai remarqué que vous avez une bonne expérience dedans et que vous l'enseignez même à être ministre, en fait. C'est très bien la c'est très bien. Donc, manager, elle était manager. Tu oublies que son nom circule déjà pour les premiers ministrables. Non, tu oublies ça. Non, pour être président. Non, n'oublie pas. Oui, mais là. Non, pour la primature, on ne va pas accepter. Non, si c'est la primature, je n'accepterai pas. On dit qu'il fait semblant d'être à mal avec Doumbouya. Si joue à ça. C'est lui le candidat de Doumbouya. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu encore? C'est ça. Un candidat brouillé. Ça, c'est la totale. Les grandes gueules. On a tout entendu. Je suis en train de dire que oui, Tiangel était habitué à prendre avoir plus de pouvoir avec Rose parce que, comme vous l'avez dit, elle était manager, donc elle laissait faire. Tiangel était véritablement le secrétaire général. Il arrivait quand même à implémenter ses idées. Il arrivait à coordonner les activités. Il arrivait à impulser la dynamique que lui, il voulait à ce département ministériel. Bon, sauf que après changement, en même temps, il vient de l'école là quand même, quoi. Tiangel. Il connaît la presse. Il connaît les médias. Oui, évidemment. Même si le ministère de l'Information, pour moi, ce n'est pas que les médias. Donc, celle qui est arrivée, Kaba, par exemple. Oui, Lamine, j'ai dit quelque chose de moi? Non, rien du tout. J'ai dit quoi d'autre? Parce que quand tu me dis que ce n'est pas seulement les médias. Les médias, pour le ministère de l'Information, ça va au-delà. Alors, quand cette dame, elle est arrivée, Aminata, on la connaissait déjà. Elle était à l'ARPT. Elle était à l'ARPT avant. Non, au Télécom. Elle était la patronne des télécoms. C'est vrai, moi je me suis replongé un petit peu au temps d'Alpha parce qu'elle était à l'ARPT. Elle était maintenant ministre des Télécoms qui ne s'adressait plus la parole avec son secrétaire général. Avant, elle avait un bureau au niveau de
RBT, c'est elle qui réglementait un peu les fréquences des radios, ce qui a fait que tout le monde a connu à ce niveau. Aminata, elle était, mais depuis là, déjà, on savait que c'est quelqu'un, j'ai l'impression parfois qu'elle a besoin d'exprimer sa supériorité. Elle est autoritaire. Non, elle n'est pas autoritaire, elle est complexée, la mine, en fait. Mais non, c'est pas complexé. Non, si, elle est complexée. Non. Elle a quand même un background, sincèrement. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de background, mais elle a toujours l'impression qu'un homme a envie de le commander, et donc un homme ne peut pas la commander, quoi. J'ai eu affaire à elle une ou deux fois. Elle est toujours comme ça, en fait. Ce n'est pas que... J'ai rencontré des femmes. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'un homme la commande? Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est un rapport. Laisse le parti, s'il te plaît, mon cher ami. C'est contresens. Daouda, pardon, tu auras ton temps tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur les chantiers? Est-ce qu'on peut revenir sur les chantiers? C'est Mohamed Ali, quand même. On n'est pas là pour faire la promotion. Attends, mais c'est Mohamed Ali, quand même. Allez-y, Mohamed Ali, allez-y. Ils sont pas à l'antenne. Allez-y, Mohamed Ali. Allez-y, Mohamed Ali. C'est vous qui êtes à l'antenne. Allez, vas-y, mon gars. Vous avez une bonne réputation dans la promotion des gens, mais pas moi. Moi, ce que je suis en train de dire, ce que j'ai constaté, vous allez me laisser continuer. Donc, vas-y, mon gars. Donc, je suis en train de dire que cette dame, par exemple, elle est arrivée, elle avait une méthode complètement différente de la méthode de Bola, par exemple. Et du coup, donc, ça n'allait pas avec Tiangel, même si Tiangel, si vous voulez avoir directement un problème avec lui, eh bien, vous pouvez attendre longtemps, parce que c'est quelqu'un qui s'accommode, et puis, etc. Ça s'est pas bien passé à un moment donné. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la RTG, etc. Donc, je pense que ça s'est pas bien passé à ce niveau. Du coup, je pense que Tiangel serait bien heureux de reprendre la main, et surtout que de ce que j'ai appris, qu'il a toujours voulu être ministre. Pendant ces quelques jours, il va jouer le rôle de ministre. Donc, Tiangel... Donc, pas de chantier au ministère de l'Information. Pardon? Pas de chantier. Je sais que le président avait demandé à créer une chaîne. Ils n'ont pas réussi à avoir de chantier, à part le plateau de la RTG. Non, mais pas... Ils avaient un projet de lancer une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne que Doumbouya avait demandé. Ça, il y a longtemps. Ça n'a pas abandonné. Ils ont déjà abandonné le projet de Boulbiné à 100 millions d'euros. Ils ont vanté pendant combien de temps? Maintenant, c'est une nouvelle chaîne. C'est le bilan de ce département. C'est le bilan de l'actuelle chaîne. Les villages. Le bilan de ce département, c'est le logo de la RTG. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, Mohamed. Donc, je pense que. Allez-y, Mohamed. Au ministère de l'Information, il n'y a pas de chantier. Il n'y a pas de chantier là. Mais tout ce qu'ils ont entamé, je pense qu'ils ne l'ont pas réussi. D'ailleurs, ils n'ont pas entamé. Même Rose, hein. En fait, le ministère de l'Information, c'est un peu comme le ministère de Sport. Quand tu enlèves la RTG dans le ministère de l'Information, il ne reste plus grand-chose. C'est comme quand tu enlèves le football au niveau du sport. Il n'y a rien qui reste de ce côté. Parce que les gens ne vont pas au-delà pour chercher à trouver autre chose à faire que ce que tout le monde veut qu'on fasse tout de suite, ce qui est visible en réalité. C'est là-bas, il n'y a pas de chantier. Au niveau de la culture, c'est quand même c'est particulièrement une déception pour moi, Lamine, parce que après, moi, je ne vois absolument rien du tout. Moi, je vois un Salim Soirée. Chez nous ici, qui tout seul en tant que privé organise un festival du côté de Bofa et il réussit à le faire. Le ministère n'est pas capable d'organiser une sortie à Kindia ici avec toute la crédibilité qu'on pourrait l'octroyer, avec tous les moyens que le ministère pourrait avoir, avec toute l'autorité qu'il le ministère peut avoir. Eh bien, ils n'ont pas été capables de réussir ça avec l'office du tourisme, etc. Je trouve que c'est quand même lamentable. Ce département-là manque criardement de projets. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à gérer là-bas non plus au niveau du ministère de la Culture, parce que c'est d'ailleurs le ministère qu'on oublie souvent, j'ai envie de dire, et c'est pour la bonne cause. On peut citer tous les ministères, difficilement on se rappelle qu'un ministère de la Culture ça existe chez nous, et pourtant c'est le ministère de la Culture, de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat, etc. Mais je ne vois pas. C'était quand même une déception, sincèrement. À un moment donné, j'ai appris qu'ils devraient construire des villages artisanaux à l'intérieur du pays. Ça n'a jamais réussi, et c'était le projet phare. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Demain vous allez les interroger, on n'a pas la main. C'est aussi simple que ça. Là où c'est bien que ça change la mine. Parce que là, il s'agit, comme on l'a dit, oui, c'est la dernière phrase. Là, il s'agit de. J'ai dit, c'est Malik Kébé qui doit être soulagé là. Bon, enfin. Bouche cousue. Donc, voilà. La mine, pour terminer, il y a quand même des départements. Allez-y. Il y a quand même des départements. Où c'est salutaire que le secrétaire général, il arrive, qu'il reprenne la main. C'est le département de l'éducation. L'éducation. De Guillaume. Guillaume, oui. Je savais de temps en temps que tu n'allais pas passer à côté. Le secrétaire général qui se trouve là-bas, je ne fais pas de promo, mais c'est un gars qui est bon. Qui ça dans ça? Julien. Ah, pardon, ok.
Julien, il est Bongono, non? Le secrétaire général de... Pas Yombono, Bongono, il est Bongono. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Tout ce qui a été... Vous voyez, vous ne le connaissez pas. Parce que Guillaume, il était plus grand. En fait, il faisait en sorte que ça ne soit pas connu en réalité. Je connais un peu la réalité des faits, mais je trouve, Lamine, que c'est bien là-bas quand même que le secrétaire général puisse reprendre la main parce qu'il y a des projets, il y a des vrais projets dans le secteur de l'éducation qui ne se retrouvent pas être l'organisation de la Sénat. Heureusement d'ailleurs que tu n'es pas spécialiste, Mohamed Ali. De l'éducation. De promotion de gens non, et tout ça. Pas Bravo. Non. Et je l'ai rencontré une fois et on a discuté des problèmes dedans. En fait, c'est le problème du département que je connais. Bien. Pas la personne, etc. Je sais comment dirais-je. Je sais ce qui devrait être fait, comment ça devrait être fait. Je sais ce qu'il a voulu faire pour ne pas que certaines choses, qu'on n'arrive pas à la catastrophe à un certain moment au niveau du département de l'éducation. Je parle de ça. Bien. Je ne parle pas de est-ce qu'il a étudié, est-ce qu'il est un bon diaspora, etc. Non, je ne parle pas de Merci ça. beaucoup. Je trouve que c'est bien quand même qu'on reprenne la main de ce côté parce qu'au niveau du système éducatif, surtout l'enseignement préuniversitaire, d'ailleurs, tous les deux autres étaient d'accord que c'est l'enseignement préuniversitaire qui faisait qu'en haut, on traînait encore dans les réformes, etc. Merci, donc, Mohamed Ali. il y a des départements où il y a des chantiers, mais il y a des départements où il n'y en a vraiment pas. Et si j'étais la transition, on aurait juste mis ces départements-là en offre pour le temps de la transition afin d'économiser et orienter les ressources vers des priorités. Bien, Mohamed Ali. Allez-y, Guiba, peut-être d'autres départements où on se dit, ça serait peut-être une priorité quelque part. Oui, il y a par exemple les infrastructures. Je pense qu'à ce niveau, c'est un département qui s'est quand même démarqué sous le CNRD avec les voiries urbaines. On a vu les chantiers qu'ils ont trouvés en souffrance sur Alpha Condé ont été accélérés. On a vu aussi la route, même si on avait annoncé en fanfare que ça allait être 2 fois 2 voies, la route Koya d'Abola, sauf qu'on a une route qui est assez étroite. Il n'y a pas de rempart, donc le taux d'accident qui va augmenter. Maintenant, dans ce département, je pense qu'il y a quand même, les voyants ne sont pas au rouge. Il y a des travaux, des chantiers qui ont été réalisés. Et ceux qui étaient là, et je veux parler de l'ancien ministre qui est parti, mais aussi celui qui a repris le flambeau. Pour moi, aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu dans l'ossature gouvernementale, il fait partie de ceux-là qui sont placés en pole position pour dire, voilà un ministre, si on pense à reconduire quelqu'un, on pourrait penser à lui. Il y a aussi le ministère, je crois, de l'agriculture. Alors à ce niveau, je crois qu'il y a eu un problème de communication sur les réalisations qui ont été faites. Les grandes gueules. Il y a eu une formation, il y a eu l'outillage, les intra-agricoles, sauf que l'investissement qu'on devait faire, parce que le budget du département de l'agriculture avait décuplé. On est autour de 1000 milliards et quelques. 1900 milliards par rapport au département. Ça veut dire que le président lui-même, il y avait une priorité autour du secteur agricole. Sauf qu'avec les flambées des prix aujourd'hui du riz sur le marché, c'est venu balayer un peu ces réformes qui ont été entreprises à ce niveau. Ça veut dire qu'on est un peu dans la gestion, disons, on est dans le court terme. On n'est pas en train de se dire, si on veut être indépendant, il faut un investissement lourd dans ce secteur-là. Ça veut dire que l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et ce n'est pas non plus pour demain. Et donc, à ce niveau, je pense qu'il faut revoir les priorités rapidement pour avoir un impact. Alpha l'avait dit, il faut produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Et dans ce secteur-là, même s'il y a eu une volonté de la part de Mamoudou Nanya Lembari, sauf qu'on est resté sur nos fins par rapport à certains investissements et tout. Même il y avait beaucoup d'incohérences aussi. Voilà, il y a eu le bras de fer aussi avec. Il était même censé être dans notre émission il y a 2 semaines avec Mohamed Ali et tout ça. Justement, la Chambre de l'agriculture, à ce niveau, c'est un bout de beau sur son tissu. Donc, malheureusement. Le 25, en fait. Parce qu'il attendait que les récoltes, s'il te plaît, il attendait que les récoltes de pommes de terre du côté à l'intérieur du pays puissent arriver afin qu'il comptabilise et être plus complet sur les informations. Ce qu'il m'avait dit, il ne savait pas qu'il n'allait pas être ministre avant le 25. Donc, c'est un département qu'on a fait une priorité, sauf que les résultats ont mis du temps à venir, mais à bien des égards, nous échangeons avec l'association, par exemple, des producteurs, des agriculteurs, qui quand même disaient que comparé hier et aujourd'hui, ils ont été outillés. Il y a eu beaucoup quand même de réformes qui ont été apportées, même si ce n'est pas aussi très visible sur le terrain. Puisque c'est un pays, au regard de nos potentialités, vous imaginez, vous avez 13 millions aujourd'hui d'hectares et tout,
ça vous dit qu'on a tellement de potentialités qu'on pouvait faire de ce secteur un secteur qui allait tirer notre économie, pour ne pas qu'on tombe dans le syndrome hollandais où on n'investit que dans les mines. L'agriculture aurait pu nous porter, mais je pense que c'est un département il faudrait mettre en avant avec le ministre qui va venir. Maintenant, il y a aussi d'autres secteurs, tels que le secteur de la communication, on en parlait. Je pense que là, c'est un échec cuisant, dit. Alors là, parce que c'est un échec. Alors là, de ce côté, sincèrement, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un indicateur. C'est la catastrophe. Voilà, c'est un indicateur. C'est la catastrophe. C'est un indicateur, ce département, parce que les médias sont brouillés, des journalistes sont arrêtés. L'Internet, j'ai l'impression que c'est le département, là, on devrait l'appeler le ministère de la RTG. Parce que quiconque vient, j'ai l'impression que son bilan, c'est de changer un plateau, c'est de revoir les programmes, alors que la RTG, on aurait pu faire de la RTG un office. Exact. Un office pour que l'institution se cherche, pour qu'on défonctionnarise les travailleurs et qu'ils ont une indépendance plus personnalisée. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont en fait à la tête d'un département qui coiffe tout le secteur. Donc, moi, je pense que Tiangel, il m'a enseigné à l'université. Il m'a enseigné. Mais ce matin, moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit. Mais non, c'est pas la question. Il faut que... C'est pas la question, Guy. Voilà. C'est important parce que l'autre problème aussi, si on parle par exemple de la RTG, proprement dite, normalement, un moment, il y a eu même des bisbilles dans ce sens-là parce que tout simplement, il y a des opérateurs qui reprennent par exemple le signal, les signaux de la RTG du côté de la France et tout ça, normalement, qui payent. La RTG. Mais où va cet argent-là? C'est pas les moindres quand même. C'est beaucoup d'argent. Même la publicité, vous vous souvenez. C'est beaucoup d'argent. Il y a eu des réformes. Je parle même des opérateurs qui donnent de l'argent à la RTG normalement. Eux, ils donnent beaucoup d'argent. Avant, il y avait un ancien directeur qui avait donné son numéro de compte pour qu'on puisse faire le virement directement sur son compte. Oui. Mais c'est la cata. À l'époque, on avait tapé du poing sur la table, mais sauf que la pratique a continué. Mais ça continue, justement. La pratique a continué. Est-ce que Fana aujourd'hui est au courant de ça? Gros point d'interrogation. Oui, mais Fana, on a vu le duel. Non. C'est lui le directeur de la RTG Coloma. Mais sauf que c'est le directeur de la RTG Coloma. À ce que je sache. Oui. Fana Souma. Mais sauf que vous ne savez pas qu'aujourd'hui... Il est maintenant le patron de la RTG. D'accord, ok. Vous ne savez pas qu'on a retiré... Même s'il y a deux RTG aujourd'hui qui sont sur Canal. Oui. De l'autre côté, quand vous prenez par exemple la France et tout ça, il y a en France ce qu'on appelle le bouquet africain. Le bouquet africain, normalement, toutes les chaînes publiques, je veux dire Guinée, Mali ou je ne sais quoi exactement, normalement, les abonnés payent la chaîne mère pour pouvoir diffuser ces programmes en France. Où va cet argent-là? C'est payé, mais Lamine, je vais vous dire, Fana Souma, ils ont retiré ça de son escarcelle. C'est le ministère qui gère. C'est le ministère. Vous vous souvenez? Peut-être qu'on est en train de déterrer. À un moment donné, c'est le ministère qui gère. C'est le ministère qui gère. Même la publicité à l'interne aujourd'hui, on vous a dit que ce n'est plus, ils n'ont plus la même mise sur ça. Vous êtes là, c'est pour exécuter. Il y a un comptable qui a été mis là par le département pour tout ce que vous payez. Tout ce que vous payez, Fana ne voit plus. Fana n'a plus l'argent. Donc ça c'est petit gombo. Et ça a été dit. Et c'est aussi clair que ça. Maintenant, il y a un autre secteur, la mine, avec de fortes annonces. C'est les télécoms. Avec ce sont les télécoms avec notre société nationale Guinée Télécom. Voilà, et une société que je vais appeler Titanic. Parce que tout ce qui est Titanic, ça coûte. Donc on nous a annoncé en fanfare Guinée Télécom. Sauf que là, et c'est un comateux. Sauf que là, et c'est mort-né. Sauf que là, ça coule avant même le voyage inaugural. Oui, c'est ça. Au moins avait réussi une partie de son voyage. C'était un prototype. Le prototype, on l'a pris devant le monde, on a dit on va essayer et ça a coulé. Voilà. Donc, pour être sérieux, je pense que c'est un département qui a un bilan, je pèse mes mots, qui n'est pas mitigé. Mais il est catastrophique. Il est catastrophique. Sincèrement, catastrophique. Il est catastrophique. Pire, on vient mettre un câbleau à la tête de la RPT. Et là, le gars, mais il fait n'importe quoi. C'est extraordinaire. Mais Lamine, c'est le management. C'est dingue. Il est en conflit avec les directeurs des sociétés. Lui-même est soupçonné d'être derrière aujourd'hui, d'être très proche de la société Afribonne. Ça reste à vérifier. L'actuel directeur de la RPT. Non, lui, on nous dit que lui, il est plutôt proche de Skyvision, l'actuel directeur général de la RPT, mais que l'ex-ministre, lui, il est très proche de Afribonne. Et donc, et ça, c'est des informations. Normalement, il faut enquêter là-dessus. C'est un secteur régulé. Je suis d'accord. Et normalement, même si, par extraordinaire,
il devait avoir des entreprises, ça ne doit pas être dans les secteurs régulés. Ils ne peuvent pas y injecter d'argent pendant qu'ils sont en fonction. Or, on attire notre attention sur des prises de participation. À mon avis, l'État guinéen doit enquêter sur les prises de participation dans des sociétés comme ça, Afribone, Skyvision, Guinea Games, MTN plus récemment, parce qu'il y a eu des prises de participation venant des gens au pouvoir. Or, vous vous souvenez, quand ils prêtaient serment, ils ont tous déclaré avoir renoncé à leurs actionnariats. Et là, il faut vérifier, est-ce que Monsieur Gawal, qu'est-ce qui l'amenait à être en conflit ouvert avec le DG de Orange Guinée, même le société en fait, le DG de Orange Guinée, le DG de Mouna, en fait la direction de Mouna, en fait pratiquement avec la plupart de ces sociétés-là. Je vous dis, ça tremble même à Mouna. S'il est reconduit, les gens à Mouna m'ont dit, j'ai des contacts qui m'ont dit, on est sûr que s'il est reconduit, il va nous fermer. Pour Orange, c'est par rapport à la semaine. Pour Orange, c'est par rapport à la semaine nationale du numérique. Il rira bien, c'est lui qui rira. Orange, ils avaient demandé une somme d'argent. La direction a dit, on ne peut pas payer ça. On fait une offre, une proposition. Ousmane Gawal a tapé du poing sur la table, dit, on veut l'argent par rapport au sponsoring. Donc tout est parti de là. Et depuis, vous avez vu un peu la connexion illimitée avec tout ce qui s'est passé. Orange, ils ont souffert avec le ministre. Je pense que il était devenu une épine dans les pieds de beaucoup d'entités. Il avait bloqué la connexion à domicile. À domicile, Orange justement. avait commencé à déployer ça. Voilà. Donc, avec des coûts vraiment qui défiaient toute concurrence. Il y a pire que je vais finir. Je vais finir. Donc, c'est un département pour moi... c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Ousmane Gawal, j'avais dit un moment, il était à la recherche d'un bilan. Avec tout ce qu'il a fait, ces chapes de plomb qui s'abattent sur les médias, les bruits des ondes, il fallait qu'il se rende aussi important avec la guerre avec le FDG. Bon, après, attends, ou a raison, on ne peut pas dire quand même que, parce que l'ARPT dépend directement de la présidence. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce qu'on sait très bien que même avant l'actuel directeur de l'ARPT, avant même l'actuel directeur de l'ARPT, il avait des soucis à l'époque. Et le monsieur disait, Barry, il disait à l'époque que lui, il dépendait de la présidence. Vous vous souvenez quand même? Ça, je sais. Ce n'est pas sur son compte. Je ne veux pas avoir une vision. L'ARPT, ce n'est pas sur son compte. Je ne veux pas avoir une vision. Je ne veux pas avoir une vision assez ridicule. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je ne parle pas de l'ARPT. L'ARPT, je parle du secteur. Je parle du secteur. Guinée Télécom, ça pouvait être. Je pense que quelque chose, ça allait être quelque chose qu'il allait tenir à main. Il allait tenir à main pour dire voilà ce qu'on a fait parce qu'il était attendu là. Un pays, lorsque vous parlez de la souveraineté numérique, c'est d'abord la société de téléphonie. C'est ça d'abord la souveraineté numérique d'un pays. Même la question liée à la connexion dans les domiciles et autres. Il y a certains pays, l'État a refusé de privatiser ce secteur-là. Parce que même les collectivités, les mairies devaient tirer des profits de ça. Parce que si vous déroulez des câbles dans les quartiers, c'est dans une commune vous le faites. Évidemment. Quand vous creusez le sol pour le faire, c'est dans une commune vous le faites. On aurait pu aider ces mairies à tirer profit de ces ressources-là pour faire face à leurs dépenses. Ça n'a pas été fait. Moi, je pense que Gawal, dans son secteur, globalement, pour moi, ça a été quand même un échec. Un échec. Merci beaucoup. Un échec. Et pour finir, puisque on parlait des chantiers, le plan politique, les 24 mois, il faut se dire la vérité. À bien des égards, nous sommes en retard. Nous sommes en retard, par exemple, sur le RAVEC. Préalablement, le fichier devait être, sur les élections, devait être disponible à la fin du mois de février 2024. C'est ce qui avait été dit. Aujourd'hui, on est à la fin. Qu'est-ce qui est fait? Vous avez, par exemple, même si on dit que ce n'est pas dans la transition sur le RGPH4, sauf que si vous regardez un peu leur planification, sur la cartographie censitaire, on est à 23,9% d'exécution. Par exemple, sur le recensement pilote, nous sommes à... Le recensement pilote, on parle de 1,7%. Sur, par exemple, la dissémination des résultats, on est à 0,4%. Expertise internationale, nous sommes à 1,0%. Fonctionnement du BCRI des comités, nous sommes à 9,9%. Et frais généraux, nous sommes à 1,4%. Donc, ça veut dire que si on se fie à toutes ces activités, la fin de la transition, ce n'est pas pour demain. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous voulez vous rendre à l'Abbé, vous dites que je vais quitter à Conakry à 8 h pour arriver à l'Abbé aux environs de 15 h. Mais sauf que vous arrivez à Kindia, la voiture tombe en panne. La voiture tombe en panne, donc vous arrivez maintenant à l'Abbé à 20 h. Et quand la voiture tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Vous revoyez vos priorités. Vous dites, vu que la voiture est tombée en panne, je ne peux pas arriver à l'Abbé à 15 h comme je l'avais prévu.
il faut éliminer certaines choses. C'est aussi simple que ça. Dire que nous avons une transition triptyque sociale, économique et politique, je pense qu'il est temps de sortir de ça. Se dire les priorités là, c'est d'organiser les élections, c'est de faire ce qu'on appelle adopter la Constitution, parce que même à ce niveau, il y a une nébuleuse. On dit, ouais, l'avant-projet de loi de la Constitution est prêt. On parle même du mois de mars, hein. De mois de mars. Mais ce qu'on ne dit pas, il y a le code, la première mouture. Mais ce qu'on ne dit pas, il y a la loi électorale. Bien. Il y a le code des collectivités. Donc je pense qu'il faut revoir aujourd'hui les priorités. Merci. Si on veut être dans le temps, il y a des tâches qu'il faut éliminer systématiquement pour aller de l'avant. Merci beaucoup, mon cher Diba. Allez, je prends juste secteur. Je prends juste un rebond. Je n'ai juste pas envie de revenir sur qui doit revenir, qui doit rester, qui doit faire ceci ou cela. Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entame, Lamine, vous savez, sous cette transition, c'est la transition sous laquelle on a eu plus de structures ouvertes, des structures de poche à dépenses, des dépenses dont on ne sait pas effectivement la portée. C'est aujourd'hui, vous avez tellement d'EPA que vous ne savez pas à quoi servent ces EPA. Le nombre n'est même pas connu. Des EPA et autres agences. Compté plus de 200 à un moment. Voilà, des EPA et autres agences qui ont été créées juste pour contenter des amis, des cousins, des petits frères, des petits du quartier, entre autres. On crée et on alloue des subventions, mais on ne sait pas à quoi ces agences servent en réalité. D'accord, mais ça c'est... Et aujourd'hui... C'est lié à Amara normalement. Les EPA. Oui, les EPA et agences sont rattachés directement au secrétaire général de la présidence. Aujourd'hui, je crois que, puisque nous sommes, quand on a parlé, parce que le terme il est revenu plusieurs fois avec l'incendie au dépôt, il faut rationner la distribution du carburant. Aujourd'hui, je crois qu'à l'allure des choses, il faut également rationner la gestion même de ce qu'on a comme argent. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter forcément sur... C'est pas le bruit qu'on allait faire à Dubaï pour dire qu'on a eu les annonces de 7 milliards de dollars qui vont nous être donnés, mais ça ne se donne pas comme ça. C'est avec des projets bancables. Évidemment. Et aujourd'hui, il faut plus compter sur les ressources internes que les ressources externes. Et pour cela, il faut regarder. Il faut faire la cartographie, le tableau de ce qu'on a comme poche de dépenses. Parce qu'on a des régies de recettes, mais également, il y en a qui sont là, qui ne servent absolument à rien, mais qui nous amènent à des dépenses. Et aujourd'hui, il y a des EPA. En réalité, vous pouvez transférer leurs compétences à des services qui sont spécialisés dans le département que d'avoir ces EPA ou ces agences qui ont du personnel, un personnel qui ne travaille pas, mais qui perçoit du salaire et qui perçoit des subventions, mais qui ne servent absolument à rien. Il faut penser à les éliminer ou à les mettre aujourd'hui aux frais. On ne sait pas quand les choses vont évoluer et puis elles peuvent renaître. Mais aujourd'hui, il faut rationner les dépenses. Il faut savoir où on met notre argent. Merci. Parce que... Allez-y, Daouda. Le recrutement. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Des grandes gueules. Ça c'est autre chose. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des activités. L'autre activité que je voulais citer, il y a des activités aujourd'hui dans lesquelles on met de l'argent, mais qui n'ont aucun retour positif. On se met dans les forats aujourd'hui, on se met dans les séminaires, on se met dans les ateliers, on se met dans les sommets, on dit non, présence internationale. Je n'ai pas dit que ce n'est pas nécessaire, mais on a la transition a un objectif. La transition a un objectif, c'est aller à un retour à l'ordre constitutionnel. Non, mais on peut revenir sur la scène internationale avec des structures vraiment qui sont des structures issues issues des élections, entre autres. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas contre les développements, Diba l'a éloquemment développé tout à l'heure, dans les travaux publics, on en a besoin, la sécurité interne, la sécurité urbaine, entre autres.
on en a besoin parce qu'il faut aujourd'hui travailler dans ce sens. Parce que quand je parle de sécurité, ce n'est pas que la présence des policiers, mais c'est aussi les infrastructures qui permettent aux citoyens de vivre dans un cadre normal. Il faut penser aujourd'hui à renforcer cela. Mais tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui conduit à des dépenses inutiles, il faut penser à les mettre vraiment de côté et être centré sur ce qui nous permet d'aller à un retour à l'ordre constitutionnel aujourd'hui dans notre pays. Parce que on est en train d'arriver à une conclusion. Les militaires ne sont pas forcément la solution à nos problèmes. Parce que si on doit aller avec... C'est eux qui disent que les civils ne sont pas... Si on doit aller avec tout cet tâtonnement, on s'arrête, on dit non, ça n'a rien à marcher, on remet tout à zéro. Je crois que par moment, il faut savoir... Mais ce qui fait mal encore, non, en réalité, ce qui fait mal dans cette situation, c'est quand on devient commerçant de décrets, vendeur de décrets, d'arrêtés, ainsi de suite. Ça devient compliqué. Merci beaucoup. Il y a une catégorie qui est vraiment en colère. 30 secondes. Une catégorie qui est vraiment en colère. Ceux qui ont payé les 100 000 pour être recrutés à la fonction publique. Depuis qu'on a enlevé Julien, sur les réseaux, eh bien, ça parle de partout. Ils ne savent plus aujourd'hui s'ils vont être engagés à la fonction publique ou pas. Donc c'est un gros chantier de ce niveau, à ce niveau. Un chantier ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Communiquer. Voilà. Non, ils n'ont pas que... Ah ben, je suis désolé. 100 000 pour le nombre de postulats. Ça faisait 14 milliards à l'époque. Le chantier reste ouvert. Hein? Bien, évidemment. C'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Attendez, il n'y a pas d'attendez. Allez, on revient à 11h. Dernière ligne droite, évidemment, pour le compte des Grandes Gueules sur Radio Espace. Merci à vous tous. Nous allons continuer, évidemment, à venir. On va essayer de joindre un peu plus tard dans notre émission Maître Moussa Sidibé. On s'intéresse à cet autre dossier, convocation donc de Sanso Barry à la DPJ. Les vraies raisons, nous allons essayer de comprendre ce matin. Et puis, que dire de cette condamnation aussi sur ces 6 mois d'emprisonnement, requis contre Pendessa. On essaye de comprendre ce matin, un peu plus tard, avec les chroniqueurs. On continue le débat, mon cher Mohamed Mara, évidemment, avec quitte donc des chantiers de la transition avec le départ des ministres, Mohamed Mara. Peut-être quel département? Alors, des chantiers, malheureusement, il y a des départements qui sont très en retard sur les chantiers. Commençons par le ministère des Transports. On n'est toujours pas doté d'une véritable société de transport, que ce soit sur le plan aérien ou sur le plan terrestre. On n'en a pas. On n'en a pas. S'il y a des efforts pour faire des routes, il n'y a pas encore une vraie société de transport urbain et interurbain en Guinée. Alors que des exemples foisonnent dans des pays juste limitrophes comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Des sociétés de transport, mais gigantesques. Et on ne les a pas. C'est un véritable problème. Je pense que ce chantier-là, il faut aller là-dessus. Surtout après l'échec lamentable de la compagnie de transport Air Sinapa. Alors, je pense qu'il faut relancer cela. Oui, justement, non, il faut respecter Mimi, s'il te plaît. C'est notre petite sœur, il faut la respecter. Alors, là, il y a un problème à ce niveau-là. Je pense qu'il faut travailler véritablement là-dessus. Et puis, vous avez surtout le ministère de la Santé. Il y a un chantier. D'ailleurs, récemment, l'Assemblée nationale avait voté justement le projet de convention justement de financement des hôpitaux régionaux. Lamine, on ne peut pas continuer avec ce désert sanitaire dans notre pays. Pour un mal de tête, vous êtes obligé d'aller à Dakar, d'aller à Abidjan, d'aller en Tunisie, d'aller en Turquie. C'est un problème et c'est beaucoup de pertes d'argent. C'est beaucoup de pertes d'argent. La Turquie, par exemple, qui est un pays référence en matière de tourisme sanitaire, vous avez vu l'hôpital national que Erdogan a sorti de terre, qu'il a construit à Ankara. Mais en fait, ça dépasse juste l'entendement. Quand tu connais les hôpitaux français et tu vois cet hôpital-là qui est achevé à peine, mais vous tombez de nu. Un seul service est plus gros que l'hôpital national d'Ankara à Conakry. Un seul service. Or, nous sommes comment on appelle ça, on a des relations avec ces pays-là. Pourquoi, même si c'est un peu plus en miniature, pourquoi aujourd'hui ne pas passer par la diplomatie, tenter de discuter? Il faut un hôpital national de référence en Guinée. Donka n'est pas un hôpital national. Ignace Dine n'est pas un hôpital. Ignace Dine n'est même pas un hôpital aujourd'hui, à mon avis. Il n'est même pas un hôpital. Je vous assure,
Faites venir aujourd'hui un laboratoire de renom international. Vous passez faire des tests chimiques et bactériologiques. Le long des bâtiments de Ignace Digne, je suis prêt à mettre ma main à couper. Que vous allez trouver là des types de bactéries mortelles pour l'homme. Les bâtiments sont vétustes. La tuyauterie est foutue à l'intérieur des bâtiments. L'insalubrité ne dit pas son nom. Les kiosques sont venus envahir l'hôpital. Et en face, on a quoi? Un hôpital, un hôtel. Je pense que sur le plan de la santé, il faut aujourd'hui accélérer ce projet de construction, au moins d'abord des 4 hôpitaux régionaux. Pourquoi pas les 8? Mais les 4 d'abord des régions naturelles, il faut y aller. Pour que, par exemple, quelqu'un qui a un problème de dialyse puisse le faire à Zérékoré, puisse le faire à Kankan. Aujourd'hui, des gens qui ont des problèmes rénaux sont obligés de venir vivre à Conakry. Ils n'ont personne à Conakry pour les soutenir. C'est un problème. Vous n'avez pas de centre de cancérologie en Guinée. Vous n'avez pas un véritable centre de néphrologie. Alors que tout ça, vous n'avez pas un véritable centre de antituberculeux. Il y a tout ça. La médecine du travail. La médecine du travail. Vous avez vu où ils sont logés? C'est un taudis. Je pense que là-dessus, il faut aussi aller. Il faut aller sur ces infrastructures. Et l'autre question, c'est l'accès aux médicaments de base. On a parlé ici de 260, je crois, références. Par exemple, de produits de première nécessité, rien qu'avec la pharmacie centrale de Guinée. Comment ça se fait qu'il y ait un contrat, comment ils appellent ça? Contrat-programme. Contrat-programme établi entre la pharmacie centrale de Guinée et l'État guinéen, signé par le ministère de la Santé. C'est-à-dire que la pharmacie centrale de Guinée doit être la seule structure qui doit fournir les médicaments. Elle peut maintenant lancer, si vous voulez, elle-même ses appels d'offres pour que les gens viennent prendre les cahiers de charges et fournir les médicaments. Mais vous savez que les ministres ont toujours été en concurrence avec cette pharmacie centrale de Guinée. Conséquence, les marchés continuent d'être inondés. Conséquence, il y a des ruptures dans les hôpitaux. Quand j'ai lancé récemment l'alerte sur les ruptures d'ARV ou de certains intrants pour certaines maladies, on ne nous écoutait pas. Finalement, ça a emporté le ministre. Mais pourquoi? Parce qu'on les laisse aller traiter eux-mêmes directement, violant cet accord cadre qui est pratiquement arrivé, les 5 ans bientôt. L'État n'a jamais dégagé tout le capital de cette société-là. Je trouve que ça, c'est un problème. Et aussi, on peut aller sur les télécoms. La Guinée n'a toujours pas une société nationale. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. L'État s'est comporté à mytho dans cette histoire. On nous a arrosé de mensonges. 50 millions de dollars sont partis comme ça en fumée. Des affabulateurs qu'on nous a mis là pour nous raconter des fadaises à longueur de journée sur les médias. Je suis désolé. Lamine, va au Sénégal. Va sur le site de l'ARPT au Sénégal. Va sur le site même d'Orange au Sénégal, de la Sonatel. Ouais. Je vous assure, voyez les offres aux ménages et voyez la Guinée. Les grandes gueules. Voyez la Guinée. Ouais. 80% des ménages, plus de 80% des ménages aujourd'hui de Dakar ont accès directement à la fibre optique. Ici, vous avez des ministres, des ministrants qui peuvent se lever, qui peuvent interdire aux sociétés de déployer parce qu'ils ont d'autres calculs derrière. Vous avez vu, la fibre optique nous coûte combien par mois en Guinée? Non. C'est entre 790 000 et 880 000, selon les opérateurs. Les opérateurs. Et ça, d'ailleurs, ces opérateurs ne peuvent même pas déployer parce qu'ils se disent c'est cher pour le citoyen lambda. Et ça se comprend. Aujourd'hui, Jacques, tu n'as pas envie de cesser de payer Mouna. En tout cas, moi, j'ai envie d'arrêter. La raison est simple, je n'ai pas de courant. Le courant peut venir à 21 h. La nuit, hier, on suffoquait dans la chaleur. Alors, ça sert à quoi d'aller payer? D'avoir Internet parce que tu ne peux pas l'avoir. Tu te dis, bon, je vais me débrouiller. Et regardez le comportement de l'État. Aujourd'hui, l'ARPT va installer ses installations entre la Guilab et les compagnies de distribution. Il sert là, il forme là un goulot d'étranglement. Conséquence, vous avez vu la qualité d'Internet. Mais sans oublier que le département ne joue même pas son rôle. Je vous donne un exemple bête. Ça va faire mal. Ce sont des partenaires, mais ça va faire mal. Mais je m'en fous. Il faut quand même le dénoncer. Une des raisons pour lesquelles WhatsApp ne revient pas, vous savez c'est quoi? Non. Je vais vous vendre la mèche. Lamine, depuis que WhatsApp est restreint en Guinée, oui ou non, tu consommes plus d'unités dans les appels GSM. Je fais pas attention. Tu appelles plus maintenant directement sur le numéro des gens que sur WhatsApp. Oui. Bah oui, parce qu'il n'y a pas WhatsApp. Allez voir les chiffres. Les grandes gueules. Les chiffres ont explosé.
ils se font beaucoup de marches. Parce or, pour le moment, la législation, pour le moment, ne les autorise pas à le faire. Les gens payent la connexion, ils perdent beaucoup d'argent dans la connexion, ils n'arrivent pas à communiquer, par exemple, via WhatsApp. Et parce que c'est fait exprès. Ils n'ont pas levé les restrictions pour que les gens basculent. Et ça, c'est toutes les compagnies de téléphonie pour que les gens basculent sur les appels GSM. Et là, c'est vu au sud du département. Les grandes à la RPT même, ils ont une direction, ils ont un département qui s'occupe de l'économie numérique là. Donc, parce qu'aujourd'hui, l'État est en train de perdre de l'argent. Il y a des chiffres là-bas. Mais le GSM a explosé depuis. Le GSM a explosé depuis le début de ces restrictions. Voilà pourquoi personne ne se bouge pour que les restrictions cessent. Parce que les acteurs, les sociétés là gagnent. Et quand c'est comme ça, la RPT gagne en termes de fiscalité, mais surtout, l'argent va où? À l'étranger. Parce que ce sont des sociétés étrangères. Ouais, parce qu'on n'a pas de société de... Enfin, Justement. Et là, à mon avis, c'est un problème. L'accès aujourd'hui à Internet, on a un paquebot national, mais qui ne sert à rien. Là, mais nous, les radios, nous sommes obligés aujourd'hui de faire quoi? Pour envoyer nos signaux vers l'intérieur, on paye quoi? Les VPN. Mais tu sais pourtant que le paquebot national permet justement, si vous allez chez des fournisseurs privés, ils vous créent, comment on appelle ça, un réseau direct. C'est comme ici d'un ordinateur à un autre ordinateur, un simple réseau. C'est-à-dire que d'ici la baie, tu peux même faire un duplex, les gens ne verront même pas de décalage. Mais aujourd'hui, on est obligé d'utiliser le VPN et utiliser un minimum d'Internet. L'État le voit. L'État sait que les compagnies abusent. Les grandes gueules. L'État ne fait rien. Il faut des réformes dans ces secteurs-là. Ça, les mines, voilà l'autre grand chantier, Simandou. Et à mon avis, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles le CNRD fera tout pour ne pas partir avant fin 2025, voire 2026. Vous savez que la mise en exploitation est prévue pour décembre 2025. Ils ne voudront pas qu'on dise que ça, c'est un autre gouvernement qui a fait ça. Ils voudront quand même dire, bon, ça, c'est nous qui avons réussi à lancer ce méga projet. Le problème aujourd'hui, à mon avis, il y a une certaine opacité autour de cette convention-là. À mon avis, il y a une opacité. Et on devrait y penser. À l'habitat. Le doyen qui est venu là, nous avons beaucoup de respect pour lui. Mais au moins, Gawal, lui, faisait des annonces. Gawal, au moins, faisait rêver. Le doyen qui est venu, il nous a même retiré le droit de rêver. C'est-à-dire que dans ton rêve, tu rêves que tu n'as pas payé ta maison et que le proprio est à tes trousses. On n'a même plus le droit de rêver. Gawal, au moins, a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont rêvé qu'ils ont acheté des appartements de 3 chambres et salons. Même si après, dans les constructions, on a vu des immeubles commencer déjà à tomber. Mais au moins, Gawal entretenait le rêve. Monsieur le ministre, vraiment... Le doyen, on n'a pas compris. De quel ministre tu parles? Le doyen qui est venu, l'ancien gouverneur général de Kindia. Le général Condé. On n'a pas compris. L'ancien gouverneur de Kindia, de Kankan, puis de Ah, mais d'accord, ok. On n'a pas compris. Rien ne se passe là-bas. Les projets de logements sociaux, la mine, les gens continueront de vendre les terrains à Conakry à 400 000 $, 500 000, 1 million de dollars, tant que les projets de logements sociaux n'avancent pas. L'État doit se poser en concurrent. La mine, l'État aujourd'hui doit trouver des terrains entre Conakry et Kindia. En temps réel. En ouvrant, par exemple, l'autoroute, par exemple, même 2 fois 4 ou 2 fois 5 voies. C'est beau de rêver, hein. C'est pas interdit de rêver. Mais non. Ça va ensemble. Ben oui. La mine, lorsque tu as l'autoroute Conakry, n'allons pas à Dabola d'abord, mais Conakry, Djubreka. Conakry, Bofa. Conakry, Kindia. Et Conakry, Forikaria. C'est ça le grand Conakry. Valablement, les gens ne refuseront plus d'aller habiter derrière Kouria, d'aller habiter... Mais ça a commencé. Ça a commencé déjà. Ça a commencé, mais il y a des fonctionnaires qui sont sur Kouria pour venir travailler ici. Kouria, on n'en parle même pas. Tu ne me suis pas. Le problème, il est où? Ces mêmes fonctionnaires ne viennent pas au boulot tous les jours. Parce que le mec, il quitte la maison à 4 h du matin. C'est vrai. Et il rentre à 22 h. Il n'a pas de vie de famille. Voilà pourquoi ça explique même l'absentéisme, justement, au niveau de l'administration publique. Aujourd'hui, ouvrez par exemple des projets autoroutiers sur Kindia, sur, comment ça s'appelle, Forekaria et Bofa. Là, et que l'État aille prendre des domaines. Parce que lorsque c'est l'État qui viabilise, les grandes gueules, qui découpe et qui dit à des sociétés maintenant, chargez-vous des constructions et vendez. Regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Des cités, une cité de 1000 bâtiments, c'est une petite cité. Et vous avez vu les prix? J'ai vu des publicités pendant la CAN à 14 millions de francs CFA. L'appartement, la maison. C'est-à-dire que l'ouvrier, et on dit aux ouvriers,
Ce qu'on vous demande, c'est de payer 5 000 francs CFA par jour. Pendant tel nombre d'années. C'est pareil aussi chez nous, hein. À la cité douane, mon cher Mohamed. Bah oui, je vois de quel tu parles. Oui, mais c'est très cher. Si, mais voilà. Adoa. Après, ça parle. Tu parles de Adoa? Oui, mais c'est la société dont tu parles. Tu as oublié ce qui se passe autour de ces projets-là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des prises à... Mais qui sont ceux qui ont l'argent? Ah ben j'en sais rien du tout, mais tout le monde a voilà, ils sont ici, chez nous, à Guinée. Les grandes gueules. Non, ce qu'ils font, je te dis tout de suite ce qu'ils font. Ouais. C'est-à-dire que normalement, quand l'État doit le faire, il faut réguler. Ouais. Par exemple, qu'on dise aux gens, pour telle cité, c'est des portefeuilles, par exemple, c'est des portefeuilles de tel à tel comme revenu annuel. 1. Deuxième, personne n'a par exemple le droit d'acheter 2 appartes. Tertiaire, personne n'a le droit de payer comptant. Mais c'est des privés quand même. Non, mais ce qui se passe dans les autres pays, c'est que tu ne peux pas payer comptant. Bon. C'est des prêts bancaires. C'est des prêts qui sont garantis en banque. Eux, ils ont leur compte, mais on le fait pour ne pas qu'il y ait des spéculations. Ce qui se passe en Guinée, les grandes gueules. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont des gros commerçants, ce sont des gens qui sont dans la fonction publique, qui peuvent pomper l'argent public, qui vont les acheter et qui vont les sous-louer. Donc la spéculation va continuer. Ce dont je parle aujourd'hui, c'est vraiment des projets structurants où des gens peuvent aller vers les banques d'habitat, emprunter et acheter. Des vrais gens. Lamine, quand vous avez un salaire même de 3 millions de francs guinéens de mois, vous pouvez rêver d'avoir votre appart. C'est pas le même projet? La cité juste ici, là, juste à côté de la radio. Non, il y a plusieurs projets. Voilà. Mais sauf que les coûts, c'est quoi? C'est pas à la portée de tous les citoyens. On nous a beaucoup miroité ça. La seule cité qui est terminée, est-ce que les gens ont encore habité? Bah oui, les gens ont habité. Les gens ont habité. Ça, c'est l'éducation, non? Non, ici, c'est pas l'éducation, c'est pour les fonctionnaires. Aujourd'hui, les seuls projets qui sont vraiment viables, ce sont des projets soutenus par les personnels des banques. Par exemple, la Banque centrale et certaines banques primaires font en sorte que leurs travailleurs, par exemple, aient accès aujourd'hui à ces logements. Là, c'est facile pour eux. Connaissent les mécanismes. Mais il faut démocratiser ça. Je suis d'accord. Que des gens dans le privé, que des gens à la fonction publique puissent y avoir accès, Lamine. Merci. Des grandes gueules. Allez, en 30 secondes, on doit appeler notre invité. Voilà, tout à fait. Puisqu'il parlait de Télécom, Guinée Télécom, vous vous souvenez, dans la communication du ministre, on avait dit que 6 sites avaient été réhabilités dans la commune de Kaloum, dans le cadre des textes des équipements de Guinée Télécom. Sauf que on avait pu échanger avec des citoyens par rapport au texte. Les gens disent que ça n'a pas... mais non, c'est pas concret. C'est pas concret. Voilà, tu n'es pas politique, en fait. J'ai l'impression que Gawal, il était plus politique qu'autre chose, en fait. C'est pas concret. Maintenant, il y a un département, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est la fonction publique. Vous vous souvenez, l'État dans sa communication avait dit que Julien Yombono, les réformes qu'il avait entamées, avaient pu quand même faire une économie de 33 milliards de francs guinéens. Donc tenez-vous bien que 2014, l'effectif de la fonction publique était de 114 795 travailleurs. En 2021, on est passé à 117 000, soit 2000 agents qui sont venus se greffer au fichier sans concours. Donc vous avez quand même un homme qui a eu le courage de lancer de telles réformes. Donc j'ai très peur que dans le changement qui va s'opérer, qu'on entame ces réformes-là. Le CNRD, à ce niveau, il y a un travail de fond qui a été fait. C'est un acquis. C'est un acquis. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui forcément qui doit continuer. Oui, justement. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que c'est lui forcément. Et il ne l'a pas fait seul. Julien Yombono. Justement. Il est un peu un diable. C'est ça le risque avec Julien dans ce cas. Le problème, je ne veux pas que le débat soit institut personnel sur Julien. Exact. Mais à ce niveau, je doute fort que le fait que Julien ne soit plus à ce département-là, qu'on ait dévoilé la mission. La mission. Parce qu'il était une sorte de garant. Ça m'étonne. Mais non, quel garant? Mais Mohamed Ali. Oui. Non, mais c'est un artisan. Il a été. Attends, c'est pas un envoyé quand même. Je suis désolé. Qui l'a mis ministre? C'est le président qui l'a mis ministre. Mais je suis en train de dire qu'à des moments donnés, Djiba, s'il te plaît, à des moments donnés, ce sont les hommes qui font des réformes et qui les portent. Lorsqu'ils ne sont plus là, il y a plus de risques que la ministre. Lamine, on a reçu le ministre. On a reçu. Mais ça ne passe pas rapidement. On a reçu. Ne soyez pas étonnés si un jour on vous dit que le fichier sur lequel a été parasité, a été corrompu depuis plus de 2 ans, a été corrompu. Lamine, ça n'a pas bien abouti. Je ne suis pas en train de faire la promotion de M. Julien. C'est tout comme. Mais on a reçu le
le ministre. Non, attention, Lamine, on parle des réformes. On parle des réformes. Lamine, on parle des réformes. Je sais qu'on parle des réformes. Les gens ont vendu des matricules ici. Non, j'ai pas dit le contraire. On a lancé. J'ai pas dit le contraire, mon cher Diba. Il n'a pas été seul à faire ce réforme-là. Oui, mais il n'est pas seul. C'est vrai. Le gars, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a qu'à partir. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé. Par exemple, donc ça veut dire qu'il ne doit pas partir. Non, attention, il y a des choses. Ne tirez pas les phrases de leur contexte. J'avais la parole, je vais finir. Continue. Voilà, j'avais la parole, je vais finir. Alors, je ne suis pas... aucun ministre n'est seul. C'est un travail d'équipe. Mais il y a toujours un leader qui est là, qui oriente, qui guide. Et je crois que le monsieur, il a entamé des réformes courageuses. On l'a reçu sur ce plateau. Il a dit qu'il reçoit des menaces par rapport à ces réformes-là. Donc, on a toiletté. On est en train de toiletter le fichier de la fonction publique. Les gens sont entrés dans la fonction publique par effraction. Il y a un réseau des ramifications. On avait reçu donc si on ne fait pas attention, d'alpha et tout ça, Lamine, imaginez on a 572 matricules activées juste après le 5 septembre. Julien, 572. J'ai beaucoup de juste après le 5 septembre. 1543 cas de modification de date de naissance. Merci beaucoup, Diba. Donc je pense, attention, Lamine. Vous avez 318 cas de modification de nom et de prénom. 318 cas de modification de nom et de prénom. Je pense qu'aujourd'hui, on tient quelque chose, il y a une réforme qui suit son cours normal. Et l'État, c'est l'administration, c'est la continuité. Mais ça peut se faire sans Julien. Sans Julien. Oui. Voilà. Je suis d'accord. C'est tout. Donc c'est de précaution. Parce que démolir pour reconstruire, c'est bon. Mais si on envoie des gens qui vont dire attention, il y avait des gens qui étaient dans une vision de la justice, c'est de faire très très attention. Bien. Des réformes courageuses ont été entamées. Il ne faudrait pas remettre ça. Et Lamine, si vous permettez, pour finir, sur le plan politique, parce que c'est là les gens attendent le CNRD, sur le plan politique. À quand la fin de tout ça? Parce que 2024, on a dit, c'est les élections. C'est dans 10 mois, c'est fini. Justement, c'est le référendum constitutionnel. Pour l'instant, on attend le fichier. Pour l'instant, on attend la constitution. Pour l'instant, on attend la loi électorale. Nous sommes au mois de mars. Voilà, donc certes, le mois de mars est arrivé. Parce qu'on avait dit dans le premier trimestre. Donc, ce qui veut dire que si on a la chance de faire le référendum là, est-ce que le débat qui commence à circuler sur l'allongement d'une année de plus de la transition, parce que le débat là a commencé à circuler. Mais évidemment. On parle d'extension d'une année. On a vu cet article de Afrique Intelligence. D'extension encore de la transition d'une année de plus. Si on a la chance de tenir le référendum en 2024, ça veut dire faire les élections. Des élections. Évidemment. Voilà. Et ça nous permet d'aller, même s'il y a encore des calculs politiques qui sont là. Parce que c'est là qu'on nous attend de plus. Le plus grand chantier, nous l'avons oublié. La Constitution. Personne n'en parle. On nous dit que le projet de Constitution va être dispatché le mois prochain. Le processus d'élaboration de cette Constitution-là, qui de vous a été informé là-dessus? Qui de vous a été associé? Au CNT, c'est un petit groupe de conseillers qui travaillent là-dessus. Personne ne sait ce qui se passe autour de ce projet. On va essayer d'en débattre demain. Mohamed Mara, si tu le permets. Je soulève cette question parce que c'est le plus gros chantier. C'est important. Tout ce dont vous êtes en train de parler là, ça viendra de la Constitution. Merci beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a des départements, un changement brusque et brutal comme ça n'impacte pas les réformes entamées. Mais je suis en train de dire qu'à la fonction publique, je reviens là-dessus, Lamine, j'insiste parce que c'est très sérieux. Ce que Julien, avec son équipe, puisque vous voulez qu'on dise que c'est son équipe, c'est que Julien et son équipe ont réussi à se niquer. Donc c'est lui seul. C'est lui qui reçoit les menaces. C'est pourquoi je suis en train de dire, je ne veux pas dire qu'il est seul. Lamine, l'exemple est simple. Vous êtes animateur des grandes gueules, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent, quand Lamine n'est pas dans les grandes gueules, nous on n'écoute plus parce que ça n'a plus la même saveur. Mais non. Non, mais je suis en train de dire qu'à un moment donné. Mais quand vous n'êtes pas là, l'audience c'est ça la vérité. Non, mais non, j'ai envie de dire qu'à un moment donné, votre personne à la tête d'un département est une garantie. Si on décide de la lever, moi je veux pas qu'il reste ou qu'il quitte, c'est pas mon problème. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des mesures à prendre, des mesures exceptionnelles à prendre parce qu'il y a des risques exceptionnels. Ils vont dévoiler le fichier. Exceptionnels. Oui, il y a des risques exceptionnels. Mohamed Ali. Des risques. Mohamed Ali. Des risques exceptionnels. Des risques exceptionnels. Je mesure bien ce que j'ai dit. Donc il y a des risques exceptionnels. Eh bien, des risques exceptionnels. Qu'est-ce qu'on n'a pas de la fonction publique en fait. Si il n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans cette émission? Si il n'est pas là-bas, Lamine. Et si on ne prend pas, si on ne fait pas attention. J'ai pitié de toi.
dans deux ou 3 ou 4 mois, vous verrez qu'on a tout dévoyé à la fonction publique. Le recrutement qu'on a redémarré va faire aussi pas fonctionner. Toi, tu es un fonctionnaire caché. Je ne veux jamais être à la fonction publique. Mais Goy Pogui a réussi à nous faire croire ici qu'il était tout blanc et tout neuf. Goy Pogui est passé dans tous les médias pour dire que les autres... Mais c'est vrai qu'il est très blanc. Il est très blanc où? Aujourd'hui, il est très clair. Il a fallu que ce soit Julien pour le dévoiler. Lui et son fils, parce que c'était les... Ils sont de la même génération. C'était les cancers même du fichier. Les fraudeurs. C'est un gros fraudeur en plus. Aujourd'hui, il ne peut même plus prendre la parole. Donc, je veux dire que Julien, peut-être qu'il va quitter, mais il faut prendre des mesures exceptionnelles face à des risques exceptionnels. Dis Mohamed Ali, tout simplement. Le contresens. Vous êtes chez les GG.